papa hockeyeur, tu l'as dit avant, hein, c'est olympique, champion du monde. Comment ça se passait du moment où tu as commencé le hockey? Il m'a toujours donné beaucoup de liberté. Est-ce que tu as eu de la lassitude à un moment donné? Ouais, mais c'était plus pour augmenter sa valeur marchande. Pour moi, tu es super honnête. Ça aille fort, on a envie que ça se passe bien et c'est pas toujours facile à comprendre et à assimiler. Ça devait être écrit, je pense, mais certainement. Il commençait par le foot, camarades de classe en faisaient. Et ces petits buts avec une planche en bois et des blocs en béton. C'était des ballons qui étaient très durs. C'était pas très beau. C'était dur de la prendre dans le nez, c'était violent. Mais... Nouvel épisode de Mental de Champion. Aujourd'hui, on est dans des conditions un petit peu particulières. On est sur le premier forum Ski Valley et comme on a animé une présentation sur le rôle des parents dans le cadre de la performance avec leurs athlètes, j'ai gardé l'invité de cet atelier, André Bikoff. Merci de venir sur Mental de Champion. Merci à toi. C'est un plaisir de te recevoir. On a animé justement il y a quelques minutes une conférence en lien avec le rôle des parents d'athlètes, conférence riche avec beaucoup d'éléments qui ont été transmis. Dis-moi un petit peu comment tu t'es senti durant cette conférence, qu'est-ce que ça t'a fait t'exprimer devant les parents? Juste pour remettre le contexte, donc d'abord il y a eu ta présentation qui m'a beaucoup touché parce qu'il y a eu justement une présentation qui était pour les parents et j'ai tout de suite fait le lien avec ce que moi j'ai vécu dans mon enfance et dans mon adolescence avec mes parents. Du coup les émotions sont montées assez vite en fait pendant ta présentation et lorsque tu m'as posé des questions, ben j'ai pas hésité à aller dans ce sens et je pense que ça fait du bien pour les personnes qui étaient là de ressentir un peu d'émotion et puis aussi de partager des choses personnelles parce que finalement c'est des liens qui sont très forts, les liens parents-enfants. Et on a vu les retours déjà des parents, ils étaient vraiment élogieux et ils ont vraiment apprécié aussi ton intervention. Merci encore pour ça. Principe dans Mental de Champion, c'est de revenir un petit peu aussi sur la vie de l'athlète. Peut-être explique-nous qui tu es, d'où tu viens, comment tu as démarré le hockey, qu'on puisse un peu mieux te connaître. Alors, je suis né à Moscou, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 2 ans parce que mon père, qui était champion olympique et champion du monde de hockey sur glace, a signé un contrat à Fribourg-Gotteron. Donc, changement de culture complet pour mes parents. Et nous, on débarque en Suisse et je suis donc dans un contexte très sportif avec un père qui est très connu, très respecté et très fort dans ce qu'il fait. Et j'ai grandi dans la joie et la bonne humeur, mais vraiment dans des conditions qui étaient super, où j'ai pu m'épanouir autant personnellement que sportivement. Et j'ai eu la chance de pouvoir ensuite faire mes premiers pas dans le club de mon cœur et réaliser mes derniers pas sans avoir changé de club dans le même club. Donc voilà, j'ai pu faire une carrière entière depuis mes 6 ans jusqu'à mes 38, je sais plus à quel âge j'ai arrêté, au même endroit. Donc c'était quelque chose de très riche. Ok, merci. Et le hockey, est-ce que tu avais le choix? Est-ce que tu aurais pu faire autre chose? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que c'était voulu que tu te lances dans le hockey? Ça devait être écrit, je pense, mais certainement. Mais non, j'ai commencé par le foot. Ouais. Parce que tous mes camarades de classe en faisaient et c'était le sport qu'on faisait tout le temps à la récré en fait. Ouais. Et ces petits buts avec une planche en bois avec les blocs en béton et puis la balle, c'était le Sekulic, je sais pas ce que c'est comme tournoi ailleurs, mais on avait le tournoi du Sekulic, puis c'est ces ballons qu'on recevait tous et puis qui s'écaillaient avec le temps. Avec le goudron, et puis du coup quand il pleuvait, c'était vraiment des ballons qui étaient très durs. C'était pas très beau. C'était dur de la prendre dans le nez, c'était violent. Mais bref, c'était des souvenirs extraordinaires. Et puis du coup j'ai commencé par le foot. Ouais. J'ai pratiqué le foot pendant quelques années au FC Marly. Et puis en hiver, on a eu la chance à Marly d'avoir une patinoire. Donc Marly, c'était là où j'ai grandi. On a eu une patinoire ici et direct, on allait tous les dimanches, tous les week-ends, dès qu'on pouvait, j'allais jouer. Mais je faisais pas partie encore d'une équipe de hockey. À quel âge ou à peu près quand tu as décidé finalement de rentrer dans la filière et de rentrer dans une équipe? Assez tard et j'arrive pas à me l'expliquer. Peut-être parce qu'il y avait le fait que je faisais du foot à côté. Mais l'entraîneur des Piccolo a une fois proposé que je vienne m'entraîner et j'y suis allé, mais je crois que c'était quand même un peu plus tard que les plus jeunes en fait. Mais je faisais déjà énormément de hockey sur glace, énormément de roller, de hockey dans le quartier et vraiment tous les sports possibles et imaginables, on essayait de les faire quand on était petit.
Et c'était des moments extraordinaires. Ça fait du bien de s'y replonger. Ouais, ça fait du bien de prendre un petit peu ce qui s'est passé. Papa hockeyeur, tu l'as dit avant, hein, champion olympique, champion du monde. Comment ça se passait du moment où tu as commencé le hockey? Est-ce qu'il s'est investi sur toi? Est-ce qu'il t'a laissé libre? Comment c'était un petit peu ce début de relation dans le sport? Il m'a toujours donné beaucoup de liberté. Et si je parle jusqu'à ce que j'ai 16 ans, donc peut-être la tranche d'âge de 8 à 16, il était juste là pour me supporter et puis pour être là de temps en temps au match et quand il pouvait, parce que du coup il était quand même bien chargé avec son propre emploi du temps, mais dès qu'il pouvait venir nous voir à un tournoi, j'étais très content quand il venait avec ma maman. Mais c'est vrai qu'il n'était pas extrêmement présent lors de mes tournois ou mes entraînements, donc il venait quand il pouvait, mais quand il était là, j'étais très heureux. Et c'est pas du tout quelqu'un qui m'a poussé, c'est plutôt quelqu'un qui m'accompagnait, qui me guidait, qui me laissait énormément de liberté. Il était, je pense, juste heureux que je m'épanouisse en fait dans le sport que je faisais sans aucune attente. C'est probablement lié au fait que lui était un sportif accompli, qu'il avait déjà réussi beaucoup de choses. Qui projetait rien sur moi. Okay. Et du coup, c'est ma lecture. Ouais, tout à fait. Mais en tout cas, moi, ça m'a laissé une telle liberté que j'ai vraiment pu m'épanouir dans mon sport. Excellent. Et puis, on l'a dit, comme il avait quand même une carrière, est-ce que toi, à un moment donné, tu as senti aussi qu'on te regardait différemment ou qu'on avait un comportement qui n'était pas comme avec les autres parce que tu avais un nom finalement dans l'environnement dans lequel tu évoluais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? C'est marrant, j'en faisais la réflexion avec un ami dernièrement, mais quand j'étais tout petit, quand j'avais vraiment mes premières années en Suisse, je me souvenais, je me baladais avec mon père en ville, je lui tenais la main, et ce qui me frappait, c'était en fait comment les gens regardaient mon père. Ouais. Parce que du coup, moi, je regardais pas mon papa, j'allais devant moi, mais en fait, les gens, le regard qu'ils portaient sur mon père, c'était quand même spécial. Ouais. Et j'ai réalisé ça assez vite, en fait, que c'était quelqu'un qui était très demandé, qui était très regardé, puis ça m'a marqué, en fait. Et depuis tout petit, en fait, je vis avec ça. Et quand je me suis retrouvé un peu dans ce rôle où je sens le regard des gens, j'avais un peu d'entraînement. Oui, bien sûr, oui. Et du coup, c'était marrant parce que j'entrais dans une pièce, je pouvais très vite voir comment les gens me regardaient et qui me regardait de où et comment. Ouais. C'était une sorte de déformation professionnelle. Tu reconnaissais ce regard? Direct. Et du coup, c'était pas nouveau pour moi. Et ce qui était nouveau, c'est que ça vienne sur moi. Mais j'ai pu copier ça assez rapidement, en fait. À quel moment tu dirais que c'est venu sur toi ou à un moment donné où ça a basculé? Lorsque j'ai fait mes premiers matchs avec la première équipe. Ok, donc à partir de là, tu t'es dit, ça y est, le spectre, en tout cas, la lumière, elle est un petit peu changée. Et il est venu de façon assez fort, assez vite. Ouais. Mes premiers matchs, je les ai disputés un peu par hasard. Okay. J'étais pas du tout dans le cadre de la première équipe. Ouais. J'étais pas vraiment considéré même pour y être. Et puis la saison avancée, je l'ai pris un peu comme une motivation. Et tout d'un coup, au mois de décembre, il y a eu pas mal de blessés dans la première équipe. Bon, ça fait partie du parcours. Voilà. Et puis du coup, mon entraîneur junior de l'époque, Roger Bader, m'a appelé un vendredi soir pour me dire, écoute André, tu vas jouer ton premier match probablement demain, c'est pas sûr. D'abord il y a l'entraînement, on va voir comment vont être les blessés. Et j'ai eu un rush d'adrénaline que j'ai jamais eu dans ma vie et une excitation de dingue. Et surtout, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que j'ai jamais participé à un seul entraînement. Je suis jamais allé dans le vestiaire. Ouais. Tu débarquais complet. Complet. Ok. J'imagine un peu la tension et le stress que tu pouvais ressentir. Ouais, mais de l'excitation. Ouais. Et je me réjouissais tellement. Ok. Ouais. Et du coup, le match arrive et personne s'attendait à ça parce que ça arrivait tellement vite. Bien sûr, ouais. J'ai fait un entraînement, il y avait même pas de journaliste. Donc en fait, quand j'ai débarqué sur la glace, déjà, les connaisseurs voient un jeune avec une grille. On se dit c'est qui? On regarde la feuille de match, André Bikoff. Ok, wow. Tout de suite. Puis ensuite, quand ils ont annoncé mon nom avant le match, puis qu'on a dû faire la ligne, le COP fribourgeois a chanté mon nom. Ok, ouais, donc tout de suite, ils ont fait l'association. C'était assez brutal comme accueil. Là, tu t'es marié avec là, c'était clair. Tu voyais que c'était déjà clair, mais tu voyais là maintenant que ça passait un petit peu
le témoin, il venait à toi, quoi. Il y avait beaucoup de termes qui viennent. Ouais. Tu parles de témoin, de mariage, tu parles Ouais. de brutalité. Ouais. Tu Oui, c'est vois, assez fort, les mots. hein. les émotions étaient vraiment fortes. Ouais. Mais c'était cool. Et comment s'est passé ce premier match? On a gagné. Ouais. J'ai failli faire mon premier point sur mon premier shift. Ah, waouh. Ouais, c'était comme dans un rêve. Ça s'est super bien passé. On a gagné le match. Et j'en ai joué encore 3 après. Donc c'était une très bonne expérience. Et puis tout de suite le lendemain, les médias, de quoi ils parlent. Bien sûr. Voilà. Voilà. Et là, tu as été mis assez vite en lumière par Exact. rapport à ton nom. Et comment Oui. tu as vécu ça et comment tu as géré ça? Je crois qu'il y a un terme qui me correspond bien, qui me définit bien, c'est que je suis quelqu'un qui est assez spontané avec tout ça en fait. Et Ok. je prends les émotions comme elles viennent et j'essaye de les gérer comme je peux. Et avec les années, j'arrive de mieux en mieux à le faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'après coup, j'aurais peut-être apprécié être un peu plus accompagné, entouré, avec une volonté d'échanger sur ce thème-là, en Ouais. fait, de préparer mentalement un jeune. Ça s'est bien passé pour moi, c'est cool. Tant Je mieux, sais ouais. que ça se passe de Pas façon plus toujours bien. compliquée pour d'autres. J'avoue, j'ai eu beaucoup de chance qu'on scande mon nom quand je fais mon premier match. Bien Ça sûr, arrive à personne, Ouais. je réalise ça. Et du coup, j'ai été vraiment mis dans des conditions qui étaient cool. Après, ça m'a donné une motivation parce que je voulais montrer ma vraie valeur. Tu l'as vu comme une opportunité et comme J'avais une source de motivation. tellement ouais. d'axes de motivation. Ouais. J'avais envie de mettre tout le monde derrière moi. Ouais. Tous les jeunes de mon âge, tous les jeunes qui étaient devant moi, les joueurs de la première équipe. Moi, j'avais goûté à ça. Il n'y avait rien qui pouvait me séparer du fait que j'allais être T'allais y retourner. joueur de la première équipe Ouais, excellent. et pas de temps en temps. Moi, la première année, je voulais direct T'installer. aller. Et la deuxième année, et j'avais un drive qui était tellement puissant. J'ai pas retrouvé ce drive dans ma vie, peut-être après ma carrière. Mais une volonté de vraiment montrer en fait de quoi je suis capable. Excellent. Ouais, tu as vraiment vu l'opportunité qui était devant toi et ça t'a Ouais. alimenté Et ta c'est la source de première fois motivation. que j'ai compris que je voulais être hockeyeur professionnel. Ouais. Parce qu'avant ce match-là, j'en avais aucune idée. Tu le disais comme tous les jeunes Non, le disent, non, même pas non, Ok. même pas. Ouais, souvent on entend, ah oui, moi je vais faire pro, je Non. vais être pro. Non, parce que j'étais dans mon apprentissage d'emploi de commerce dans Ouais. une agence de voyage. Ok. J'adorais ça. Ouais. C'est devenu plus compliqué parce que j'ai Ah pas bah, pu le finir bien sûr, ouais. et j'ai mis la priorité sur le hockey. Mais honnêtement, avant ces matchs-là, j'avais pas l'impression que je pouvais être pro en fait, parce Ok, qu'il y avait ouais. tellement de joueurs qui sont passés Ça devant s'est moi et je fait, trouvais ça tellement petit à petit. injuste. Ouais. Et ça a nourri quelque chose de très fort en moi. Il faut savoir que je suis très petit, que je suis très léger et que du coup à l'époque le jeu était beaucoup plus dur, Ouais. basé plus sur le physique. Du coup, j'avais pas ma place. Et moi, je suis arrivé avec mes outils, avec Mais mes t'en aptitudes. étais conscient de ça ou tu le entre guillemets, tu l'as assimilé Je ça l'ai vite capté en Tu fait. l'as vite compris, ouais. Je l'ai vite compris et j'ai vite capté sur quoi je pouvais. capitaliser. Merci, tu pouvais c'est gentil, utiliser. exactement. Ouais. Sur quoi je pouvais capitaliser. Et Ça c'est un bon message quand même aussi Ouais, de, ouais. de dire que tu avais des forces exact. dont tu étais conscient, mais qui avaient aussi certains éléments qui étaient un peu contraignants pour toi, notamment dû au style de jeu de l'époque. Complètement. Et toi, tu t'es pas arrêté là-dessus, quoi. Non. Et après coup, c'est vrai que moi j'avais envie d'être aller dans le cadre de la première équipe, etc. Puis j'ai été freiné, mais à quelque part j'avais joué à mon niveau qui était le juste pour encore plus capitaliser sur mes Là-dessus. aptitudes à ce moment-là. Ouais. On avait trouvé le bon moment, le bon endroit pour moi pour que je puisse m'épanouir Ouais. et devenir la meilleure version de moi-même. Tu as fait preuve de patience aussi. Exact. Bah forcé. Ouais. Mais c'est peut-être ce process qui a permis justement que tu puisses, comme tu l'as dit, te rendre compte de tes forces et puis de pouvoir capitaliser là-dessus Ouais. pour être au moment où, même si c'était très abrupt, au Ouais. moment où tu as été appelé, répondre présent. Complètement. Et tu as répondu présent assez rapidement. Ouais. Donc ça c'est aussi un message aussi, cette patience, cette construction. Aujourd'hui on voit des hockeyeurs de plus en plus jeunes quitter, partir, tenter leur chance, essayer à gauche, à droite. Alors potentiellement il y a des chemins qui vont très bien et qui fonctionnent très bien, mais il y a aussi peut-être ce mot patience, ce mot construction qui est important à mettre en compte dans une carrière, et je pense que c'est un message qu'on peut aussi faire passer. Complètement. Et je pense que ces messages, ils doivent être véhiculés par l'entourage du joueur, parce que c'est rare à cet âge-là de
capté ça en Ouais. fait, surtout avec toute la pression qui est mise autour par rapport à ses coéquipiers, par rapport à d'autres joueurs et les comparaisons qu'on fait oui. avec les autres. Et du coup, c'est des fois difficile de revenir et puis se recentrer sur soi-même et qu'est-ce qui est bien pour soi à ce moment-là, qu'est-ce qui est vraiment juste et est-ce qu'on est au bon endroit. Ouais. Et ça, c'est vraiment difficile à faire Ouais, et bien sûr. de Même voir- l'entourage, Exact. c'est compliqué parce que des fois on a des entourages qui sont pas du milieu, Exact. on a l'envie que ça aille vite, on a envie que ça aille fort, on a envie que ça se passe bien et c'est pas toujours facile à comprendre et à assimiler. Et ça peut paraître bateau, mais il n'y a pas un chemin, il y en a Oui, tellement. c'est clair. Excuse-moi, mais Non, ouais. mais c'est tout à fait juste, donc excellent. Du coup, mentalement, donc pas d'accompagnement dans ta carrière, en tout cas pas formellement placé. Aujourd'hui, tu dirais avec le recul que la préparation mentale ou l'accompagnement en préparation mentale, c'est quelque chose qui devrait être intégré, quelque chose qui aurait pu te servir à toi. Comment toi tu lis cette préparation mentale? Je pense elle a toujours été là de façon Indirecte. indirecte, Ouais. un peu inconsciente. Le nombre d'athlètes qui font de la prépa mentale sans s'en rendre compte, elle est énorme, Ouais. chose qui est déjà bien. Dans la culture du hockey, quand on parle de mental, en tout cas à l'époque, quand moi j'avais commencé, on parle tout de suite, on pense faiblesse, on pense problème, Ouais. on pense ego, pas bienvenu, Ouais. pas bienvenu du tout. On a eu pendant ma carrière, je me souviens pas exactement des années, mais quelquefois des coachs mentaux, je me souviens pas exactement Ouais, du bien titre, sûr, ouais. qui sont venus dans le vestiaire. Quand c'était la crise. Il y a eu Ok. il y a eu des moments de crise, Ouais. des moments de préparation Ok. avant saison, et où ils venaient pour s'exprimer devant le vestiaire. Ouais. Et ça fonctionnait pas du tout. tout. Parce que c'était pas bien amené, je pense, par l'entraîneur, ouais. le staff, Ouais. exactement. On nous a pas donné la plus-value ou nous faire comprendre concrètement ce que c'est cet outil. Ça pouvait amener. Et ouais. du coup, après coup, j'ai de la peine pour la personne qui était placée devant nous parce que on ricanait plus. Ouais, bien sûr. Et c'est triste. Il y a l'effet de groupe, Exact. donc c'est difficile. Et donc c'était pas Il n'y avait pas super la bien amené. compréhension, la connaissance de la plus-value. Aujourd'hui, tu dirais que ça a changé un petit peu? Donc tu vois Oui, que ça beaucoup change un plus, peu? beaucoup Ouais. plus. Ouais. Est-ce que c'est aussi plus individualisé dans le sens où c'est l'athlète individuel qui va aller plutôt s'entourer pour pouvoir augmenter ses performances? Les athlètes ont envie d'être bons à 360 degrés maintenant. Ouais. Hein, c'est le slogan de beaucoup d'agences, de beaucoup de monde. Et puis Ouais. c'est très bien, il faut prendre l'athlète dans son entier. Et du moment où on a envie de partir dans cette direction, c'est important de prendre tous les axes en fait, où ils peuvent s'améliorer, où ils peuvent se développer, où ils peuvent être, on l'a parlé avant, cette curiosité, Ouais. d'apprendre à se connaître, savoir comment être bien en mangeant quoi, mentalement, Sommeil, tout ça. sommeil, les choses qui n'ont rien à voir avec le sport, qui sont autant importantes, les passions qu'on a à côté du sport, les amis. Ouais. Donc c'est pour ça que je peux parler d'émergence de préparation Ouais, mentale ouais, parce bien que sûr, je pense qu'il y a de plus en plus cet aspect-là. De plus en plus de monde s'y intéresse et il y a une vraie demande. Et elle est juste. Et pour en revenir au hockey sur glace, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont recours individuellement. Oui. Et le challenge maintenant, c'est de pouvoir implémenter ça en groupe, en équipe, à des niveaux et des catégories avec des âges différents. Complètement. Comment semer certaines graines dans ces catégories en groupe pour qu'ensuite ils prennent ça. Et puis ton exemple du jardinier. Oui, exact. Ouais. Donc de voir après comment ça pousse. Et après, quand on arrive en première équipe, quand on arrive en monde pro, c'est déjà des notions qui sont connues de tout le monde. Exactement. Oui. Et ça facilitera aussi l'arrivée d'un préparateur mental staffé dans le hockey sur glace. Ouais, alors je pense qu'il y a effectivement un petit chemin encore à parcourir. Et tu l'as dit, ça passe par la base éducative. Mhm. C'est vraiment de former les jeunes et puis de former les staffs, les groupes, les équipes aussi à être prêtes, comme tu le dis, quand tu seras en première équipe, quand ça va être important, d'avoir déjà les clés. On voit que ça commence à venir. Le rugby, dans certains environnements de rugby, c'est déjà très présent. Le foot, on le voit notamment à l'Olympique Lyonnais, où il y a déjà des staffs intégrés. Et je pense que c'est des choses qui vont venir petit à petit. Alors, il y a tant l'aspect individuel de l'athlète à accompagner que le groupe. Et comme tu le dis, c'est certainement l'émergence. Et je pense qu'il faut que les clubs en prennent conscience et prennent aussi cette direction-là, ne serait-ce que en proposant déjà individuellement à l'athlète la possibilité de se faire accompagner et de se faire entourer. Excellent. Tu fais
longue carrière, plus de 800 matchs avec ton club de cœur que tu n'as jamais quitté. Est-ce que tu as à un moment donné hésité à partir? Est-ce que tu as eu un envie d'ailleurs? Est-ce que tu as eu de la lassitude à un moment donné? Ouais, mais c'était plus pour augmenter sa valeur marchande. Ah, ok, au moins tu es super honnête. Parce qu'au au fond de moi, j'ai toujours voulu jouer là. Ouais. Mais c'est évident qu'on serait bête de ne pas explorer les autres options. Ouais, bien sûr. Ouais. Et de comprendre aussi peut-être qu'est-ce qui se passe ailleurs. Oui. Mais, Est-ce que c'était une histoire de tiens, je suis dans mon environnement, je connais tout le monde, on me connaît bien, je suis bien positionné, et finalement je suis assez confort. Ouais. Est-ce que c'était aussi une question de se dire, mais tiens, pourquoi j'irais sortir de cette zone de confort, entre guillemets, pour aller tenter quelque chose qui n'a aucune garantie de fonctionnement? Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que je sois resté, que j'ai jamais exploré autre chose. Le premier, c'est l'appartenance émotionnelle de mon club formateur. Ouais. Et aussi avec l'histoire familiale que ce club a eu pour moi. Oui. Le deuxième, c'est l'amitié que j'ai développée avec un de mes coéquipiers, Julien Sprunger, qui a été très forte. Oui. Et du coup, l'idée de me séparer de lui, ça aurait été dur. Amicalement et sportivement, on était in sync, on était synchronisés. Ouais. Pourquoi je parle en anglais? On était synchronisés. Ah, très bien. D'une très belle façon. On avait les mêmes envies, on voulait réaliser un rêve qui nous tenait à cœur depuis toujours, c'était de gagner le titre. Oui. Ça fait déjà trois facteurs qui sont forts. Ils sont déjà forts, bien sûr. Quatrième, mon entourage, tous mes amis que j'ai depuis toujours, qui m'aident et puis qui font que je suis ancré et du coup qui me maintiennent Dans bien. cet environnement-là. Exactement, dans bien. cet environnement-là. Ensuite, la facilité par rapport à la maison, Bien etc. sûr, bien sûr. Installé, tu vois, c'est Exactement. Et là, c'est les années où tout va bien. Effectivement, il y a des offres d'ailleurs, etc. Ça se passe super bien. Puis, il y a le moment où on pique. Et puis qu'ensuite, on va commencer à descendre. Et puis, on perd de la valeur. On perd du temps de jeu. Ouais. Et quelles sont les concessions qu'on est capable de faire pour pouvoir continuer à jouer dans le club de son cœur? Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Bien sûr, ouais. Parce qu'à un moment donné, oui, je peux partir, rebondir, repartir sur notre carrière, être considéré différemment. Oui. Je sais plus ce que c'est la phrase avec personne n'est en son propre. Prophète dans son royaume. Merci. C'était un peu ambitieux de partir là-dedans, mais c'est bon. ça fait un peu sens. Ça faisait un peu écho à un santé, moment donné pour moi dans ma situation. Mais je me suis rattaché à cette amitié, je me suis rattaché à ce rêve de gagner, je me suis rattaché à mon ancrage autour de moi, donc mes amis, ma famille. Et oui, on perd sa valeur marchande, donc on a un salaire qui est plus bas, on a peut-être des perspectives sportives qui baissent. Mais dans tout ça, c'était quoi la vraie valeur pour moi? C'est quoi qui importait pour moi? Et du coup, la réponse, elle était assez vite évidente. Ouais. Jamais de regret par rapport à ça? Non, parce que ce que j'ai gagné aujourd'hui, cette leçon de vie que je me suis donnée à moi-même, en fait, cette loyauté envers une organisation et d'être très proche de mes valeurs et de ne pas les avoir quittées, moi, ça me parle. Ça me parle plus que d'avoir malheureusement pas gagné le titre de champion suisse. Dans une certaine façon, T'as participé. On m'a fait, comme beaucoup de monde. Ouais, bien sûr. Exact. Ouais. Donc ça va. Mais c'est ça après coup qui me définit le mieux. Ouais. Les 803 matchs, c'est cool. Ça parle à certaines personnes. Oui. Moi, c'est pas ce qui me parle après coup. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir aussi ce prisme qu'à un moment donné, oui, la valeur marchande, tu l'as dit, des possibilités, mais qu'il y a une source de motivation interne qui est venue nourrir tout ça. C'est vraiment cette loyauté et puis les valeurs que tu partageais, en plus de tous les facteurs que tu as cités en plus. Tu avances dans ta carrière, comme tu le dis, des hauts, des bas. À un moment donné, il y a l'arrêt de carrière qui s'approche. Comment ça se vit? Comment ça s'anticipe? Ça se prépare? Comment toi, tu l'as vécu? Je sais que c'est souvent différent, mais comment ça s'est passé pour toi? Honnêtement, j'ai pas été très responsable dans la planification de mon après-carrière.
j'aurais pu faire un bien meilleur job là-dessus. J'avais des pistes, des idées, je me suis dit j'ai envie de transmettre, j'ai envie de continuer à être dans le milieu du hockey. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très curieux et puis qui a plein d'autres passions. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte quand même que c'était peut-être un petit peu tard pour les explorer, surtout au niveau financier, de pouvoir retrouver un autre job dans quelque chose qui est complètement différent. Et j'avais un peu cette flemme de vraiment me lancer dans autre chose. Flemme associée au fait que j'avais envie de continuer à me perdre complètement dans ce que j'aimais le plus. Ouais. J'aurais l'impression de tromper un peu le hockey sur glace en essayant de penser à autre chose. Une trahison. Exact. Ouais. Et du coup, ça a été comme ça pendant un bon moment. Et j'ai fait des cours d'entraîneur. Donc il y a eu un petit peu d'anticipation, Il y a eu un petit peu de réflexion, d'anticipation, ouais, mais pas assez investi, responsable. voilà, Sérieusement, pas assez responsable. Ouais. Si, il y a bien un message, c'est que j'ai pas été assez responsable. Et arrive le moment où on me dit que le rêve va s'achever, où le chemin que je faisais depuis mes 3 ans jusqu'à la patinoire, le même pendant 34 ans, je suis pas bon avec les chiffres, va s'arrêter. Et du coup, c'était au mois de décembre, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je me suis pas tout de suite dit qu'est-ce que je fais. D'abord, je me suis dit plein d'autres mots que je vais pas dire maintenant à la caméra parce que j'étais très fâché et très déçu. Et ce qui est logique, en fait, à un moment donné, c'est que tu as donné pour l'organisation, tu as participé, tu as partagé. Et il y a une espèce de moment un peu subi, mais qui fait sens dans une organisation, je veux dire, qui est le choix d'une organisation. Et il y a une réaction qui vient instantanément. Et j'ai pas du tout de problème avec ça, avec le fait qu'à un moment donné, il faut laisser sa place, etc. Où j'ai été très déçu, c'était comment les choses se sont passées et comment ça a été amené, comment ça a été communiqué, et voilà. Là c'est pas facile aussi pour une organisation de se positionner quand tu as un joueur, tu vois, complètement. Et c'est pour ça qu'ils ont loupé le coche. Il y a eu de la mauvaise communication. J'ai eu espoir que je re-signe une année. Donc il y a eu un moment. Et il y a eu un rétropédalage complet. D'où est venue cette réaction très dure. Ouais, je comprends. Mais très vite, grâce aussi au soutien de ma famille, j'ai pu rebondir et retrouver le même drive que j'avais quand j'avais 18 ans. Très très bien. Donc ça veut dire que ce club, cette organisation, ce respect, cette loyauté, finalement, elle n'a pas été ébranlée. Tu l'as même renforcé quasiment. C'était plus envers des personnes je comprends, qu'envers l'organisation en soi. Et j'ai très vite compris que moi, j'ai envie de montrer maintenant à tout le monde qui je suis, comment je joue au hockey, qui se rappelle de moi du meilleur angle possible. Et du coup, je me suis dit, pourquoi j'ai pas pensé à ça tous les matchs? Oui, je comprends. Tu vois, mais non, mais parce que tu as une certaine légèreté aussi, parce que tu sais que tu arrives vers la fin. Tu retrouves aussi un peu cette insouciance que tu as quand tu débutes une carrière, en tout cas que moi j'avais eu. Plus rien à prouver, à montrer, à perdre. J'ai joué de nouveau avec la même insouciance. Comme on l'a dit avant, je jouais pas pour aller chercher un contrat. Et à un moment donné, je me suis aussi, j'ai quand même dû me poser la question parce que mes performances sont devenues quand même pas mal bonnes. C'était bonne, Et puis, mais est-ce que je continue ailleurs? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça représente pour moi et qu'est-ce que ça représente dans ce que je vais laisser de faire une saison dans un autre club? Qu'est-ce que ça va signifier? Comment est-ce que je vais m'investir pour cet autre club? J'aime le hockey, j'ai envie de jouer au hockey. J'avais encore tellement de hockey dans les jambes. J'avais tellement donné encore, Et c'est pour ça que c'était un peu frustrant, mais au final j'étais en paix quand j'ai arrêté, et parce que j'avais le sentiment vraiment d'avoir tout donné. J'ai eu une chance inouïe dans une carrière de sportif de finir devant une patinoire complète, en bonne santé, sur une saison qui était top, dans des bonnes performances, dans des bonnes conditions, en sachant que j'ai quand même des liens qui sont forts avec beaucoup de gens, donc je sortais vraiment dans un truc incroyable. Et ça je le valorise énormément. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde, et puis ça arrive pas tout le temps pour des conditions diverses. Le seul qui a mieux fait, c'est Julien. Alors, on peut dire que c'est difficile à faire mieux, si on veut dire, en termes d'alignement, en termes de tout ce qui s'est passé pour lui. Mais voilà, mais toi au moins tu as cette sensation d'apaisement. Et puis aujourd'hui, tu m'as fait la passe décisive avant, c'est que tu as envie de redonner, qu'on se souvienne de toi. Tu t'es lancé finalement double casquette avec sur la glace avec une équipe, préparation mentale. Comment tu organises un peu ce projet? Explique-nous. Donc assez vite, je me suis
je me suis demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai fait les pour, les contre, qu'est-ce que j'aimais faire, qu'est-ce que je voulais surtout pas faire, bref, les schémas un peu classiques. Et je voulais me diriger donc vers l'accompagnement en fait des jeunes sportifs. J'ai aussi essayé de regarder qu'est-ce qui pouvait peut-être manquer à la structure organisationnelle de Gauthieron, comment il fonctionne. Et je voulais surtout pas prendre la place de qui que ce soit dans le club. Je comprends. Parce que j'ai pas de légitimité à le faire. Je pars dans une nouvelle carrière, dans un nouveau métier. Ça reste le même sport, mais c'est complètement autre chose. Même environnement. Et je me voyais pas reproduire les erreurs que j'ai beaucoup vues dans le passé à ce niveau-là, où des joueurs tout d'un coup qui passent entraîneur et c'est bon, je sais comment faire. Non, moi j'avais envie d'apprendre et j'avais envie de savoir aussi quelles étaient mes qualités et où je pouvais me placer. Et puis, assez vite, je suis tombé sur le poste de talent manager qui a très évolué dans le foot. Du coup, j'ai exploré cette piste-là. Est-ce qu'elle existe dans le hockey sur glace? Et du coup, j'ai pas vu de fonction qui est exacte. Donc, il y a des clubs qui fonctionnent un peu différemment, qui ont d'autres termes pour des positions. Enfin, ils s'adaptent un peu aux besoins du club. Puis, j'ai exploré cette piste-là et je me suis dit, qu'est-ce qui me manque? Et l'aspect mental, c'est quelque chose qui peut être très intéressant puis qui peut être une plus-value pour les clubs, surtout pour les juniors. Complètement. Et ça me permet aussi de pas utiliser uniquement mon expérience, mon vécu, parce qu'au final, ils s'en foutent. Parce que j'ai eu ma trajectoire. Moi, j'ai envie de savoir comment les accompagner dans la leur. Essayer de comprendre comment faire en sorte de les guider, puis qu'ils trouvent leur chemin par eux-mêmes. Du coup, j'ai vu cette formation de CAS. J'ai fait un autre CAS en leadership et management pour comprendre le leadership, comment fonctionner dans une organisation sportive. Donc, c'était très bien de m'exiler pendant quelques temps sur Lausanne. Et j'ai aussi, c'était un saut dans le vide. J'ai jamais fait d'études poussées comme ça dans ma vie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais jamais fait de slide. Je savais pas ce que c'était de mener une présentation. 2 mois après, j'en ai présenté une à mon club de cœur. Excellent. Et en fait, de sortir de sa zone de confort, on le dit tout le temps, il faut le faire. Et là, j'étais obligé et j'ai sauté les 2 pieds dedans et je regretterai plus jamais. C'était extraordinaire. Et le fait de ne pas avoir préparé mon après-carrière m'a mené à cette position. Et du coup, c'était très riche, c'était très intense. C'était pas toujours facile, c'était très dur. Et j'étais bien soutenu, mais je lâche pas. Je suis encore dedans. Mais je commence un peu à apercevoir le potentiel que je vais pouvoir amener. Et j'ai de nouveau un bon drive qui arrive. T'as faim. J'ai faim, mais j'ai envie d'avoir faim, mais de pouvoir transmettre avec humilité. Je comprends. Et tu es super armé entre l'expérience terrain que tu as, maintenant aussi la partie plutôt applicative, théorique avec ce CAS en préparation mentale. C'était très important. Et je pense que ça valorise et ça valide aussi les connaissances et les compétences que tu peux ressortir de ton expérience à toi. Bravo en tout cas pour le cheminement et pour cette clairvoyance que tu as eue, même si c'était pas toujours anticipé, préparé, il y a quand même eu cette clairvoyance-là de faire en sorte que les choses avancent correctement. Moi, je te souhaite en tout cas plein succès dans cette après-carrière, dans cette multiple carrière qui va s'ouvrir devant toi. On a une tradition dans Mental de Champion, c'est de laisser le mot de la fin à l'invité. Et en fait, il a qu'une, on va dire, obligation, c'est de profiter du moment qui lui reste pour dire merci. Il le fait comment il veut, à qui il veut, il s'adresse comme il veut, mais tu prends juste ce temps à toi pour dire merci. Merci maman, merci papa, merci Macha. C'était une journée riche en émotions ici. Il y a eu une belle rétrospective de ma part sur comment vous avez été avec moi tout au long de ma jeunesse et comment vous m'avez accompagné tout au long de ma carrière. Et vous avez fait tellement de choses justes et je vous en suis extrêmement reconnaissant. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le dire en vrai. Ça fait en tout cas là maintenant. Merci beaucoup, à bientôt sur Mental de Champion. Merci André, c'était un plaisir.